Mesdames, Messieurs, bonjour. On va parler de leadership, de style de leadership. Pour ce faire, on va procéder en 4 étapes. Premièrement, on va définir cela dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on entend par leadership? On va donner quelques éléments introductifs en la matière. Ensuite, on va parler de 2 expériences qui nous permettent de problématiser de 2 manières différentes, en quelque sorte, la question de l'autorité, la question de l'influence, d'accord, sur les membres d'une organisation. Et finalement, on va effectivement vous présenter plusieurs typologies de leadership, plusieurs classifications de style de leadership, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on définit le leader? La définition la plus minimaliste, la plus rudimentaire en la matière, c'est de dire un leader exerce une influence sur son équipe, sur son organisation, sur son groupe. D'accord? Alors on pourrait enrichir cette définition en disant oui, mais cette influence, elle est particulièrement forte. Le leader parvient à favoriser la cohésion d'équipe. Le leader est le guide du groupe. Le leader converge les actions des membres de l'équipe, etc., etc. Ou encore le leader entretient des relations interpersonnelles avec les membres de l'équipe. Le leader a une position spécifique dans le groupe, dans l'organisation. Alors cette position spécifique, elle est formalisée par l'institution ou non, elle est officieuse. Bref, donc on pourrait effectivement enrichir cette définition. En tout cas, on distingue, disons, la définition de leader, effectivement, de la définition de leadership. Le leadership, c'est la manière dont exerce justement le leader son influence sur son groupe, d'accord? Son influence, son rôle au sein de l'organisation. Et en ce sens qu'on parle de leadership. Donc c'est le style, effectivement, d'exercice, d'influence d'un membre qu'on considère comme leader. Alors, moi je préfère parler de manager en ce sens, puisque un manager peut ne pas être le leader de l'équipe. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un leader, par définition, c'est quelqu'un qui exerce une influence. D'accord? Alors qu'un manager, on pourrait effectivement avoir ce titre, disons, formellement par l'institution, alors qu'on n'est pas le véritable leader de l'équipe. N'est-ce pas? On pourrait être le directeur dans une organisation, alors qu'on n'est pas le véritable leader. Par conséquent, je dirais que pour une bonne définition de leadership, c'est la manière dont le manager exerce son rôle dans une équipe. Comment est-ce qu'on devient leader? On pourrait convoquer un certain nombre de facteurs individuels et au même titre, on pourrait convoquer un certain nombre de facteurs organisationnels. Pour les facteurs individuels, ce sont disons des conditions personnelles, des conditions qui ont rapport avec les traits psychologisants de l'individu, d'accord? Les traits psychologiques de l'individu. Ce sont des explications psychologisantes en ce sens que on va chercher au sein de la personnalité du manager, du leader, un certain nombre de capacités, de compétences qui lui sont propres. D'accord? Par exemple, il a une espèce d'autorité naturelle charismatique. Il a une personnalité constante. Il a des capacités communicationnelles. Voilà. Il a un rapport avec soi-même spécifique. On en parlera de tous ces, disons, tous ces facteurs psychologisants. D'accord? Mais on pourrait aussi convoquer les facteurs organisationnels, en ce sens que il faudrait un certain nombre de conditions favorables dans une organisation pour qu'un membre puisse devenir le leader. En ce sens, un certain nombre d'organisations, dans beaucoup d'organisations de travail, effectivement, le critère d'ancienneté permet de formaliser et de faire en sorte qu'après un certain temps, un certain nombre d'individus puissent devenir le leader, d'accord? Parce que voilà, ils exercent telle ou telle compétence qui nécessite une expérience et ainsi, après un certain nombre de temps, on le reconnaît effectivement un pouvoir qu'ils peuvent exercer sur les autres, une autorité qu'ils peuvent exercer sur les autres, et ainsi l'organisation favorise effectivement ce devenir leader du membre de groupe, d'accord? Ou bien encore, dans des circonstances exceptionnelles, ces compétences deviennent particulièrement importantes pour l'organisation. Ainsi, la personne pourrait saisir, on va dire, l'occasion pour devenir le leader du groupe
pendant cette période. Alors, je rappelle que, par exemple, pendant la période du Covid, effectivement, un certain nombre de scientifiques qui n'étaient pas du tout, je dirais, des leaders d'opinion, ont devenu pendant une certaine période, ou encore, et toujours, j'ai envie de dire, le leader d'opinion publique. D'accord? Le leader d'opinion publique, de par leur compétence, leur expertise dans un domaine qui n'était pas accessible à tout le monde. D'accord? Voilà. Alors, est-ce qu'il existe un meilleur leadership? Est-ce qu'il existe un style qui est, je dirais, le meilleur? Ben, la réponse est non, tout simplement. C'est que, et c'est l'enseignement majeur, j'ai envie de dire, de ce cours, c'est que cela dépend de la situation. Cela dépend de pas mal de facteurs dont on parlera plus tard, n'est-ce pas? Mais en tout cas, non, ça n'existe pas. Ça dépend du type d'organisation. Si vous êtes effectivement le leader d'une organisation militaire, votre style de leadership ne devrait pas certainement être le même que si vous êtes effectivement le leader d'un groupe de parole des alcooliques anonymes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est absolument pas pareil. Ça dépend de ce que votre organisation de travail produit comme service ou comme bien. Ça dépend de la technicité de l'objet de production. D'accord? Et on en a parlé auparavant, rappelez-vous, quand on a taylorisé et fordisé le processus de travail, on s'est dit, ben oui, quel est, disons, le choix le plus judicieux, et en ce sens, on était arrivé à cette conclusion que ça dépend de l'objet de production, d'accord? Ici aussi, c'est pareil, donc ça dépend de type d'organisation, dans une équipe de foot, dans un groupe de parole, dans un groupe militaire. Tout cela, effectivement, change, disons, l'efficacité, on va dire, de tel ou tel style de leadership. Alors, toujours pour mieux définir, effectivement, la notion de leader, et plus particulièrement encore la façon dont un individu peut exercer une influence sur les autres, un pouvoir sur les autres, on pourrait effectivement présenter les choses de façon schématique avec la représentation schématique suivante. Une représentation schématique qui, d'une certaine manière, fait la synthèse d'un ensemble de définitions que toute une série de penseurs se sont données au fil, si vous voulez, de l'histoire de la littérature en la matière. D'accord? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Premièrement, on fait une distinction entre le rôle du leader et le rôle du directeur, le rôle officiel, le rôle institutionnel qui a été désigné, d'accord, par un institut, c'est par une organisation, c'est une chose, n'est-ce pas? Mais le rôle effectif d'exercice de pouvoir qui est réalisé par un leader, c'est autre chose. C'est-à-dire, vous pouvez être le leader et le directeur, et ça c'est dans le meilleur cas possible, ça c'est dans un cas heureux, d'accord, c'est que le directeur, il exerce une véritable influence sur ses membres, n'est-ce pas? Il est reconnu comme le leader, comme le guide par ses membres, n'est-ce pas? Il a une légitimité effectivement aux yeux de ses membres, n'empêche que, effectivement, ça peut ne pas être le cas. Ça peut ne pas être le cas, c'est-à-dire que vous êtes le directeur, vous êtes le manager d'une équipe, pourtant, il y a quelqu'un d'autre, effectivement, qui exerce une véritable influence sur les membres de groupe. C'est le concierge. C'est quelqu'un qu'on n'aurait jamais pu penser, puisque institutionnellement, formellement, n'est-ce pas, il n'est pas bien positionné au niveau de la hiérarchie institutionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, effectivement, il faut bien distinguer, disons, votre capacité à exercer un pouvoir sur les membres de groupe et votre autorité institutionnelle, d'accord? Donc, il y a effectivement dans la littérature, notamment sociologique, une distinction qu'on fait entre l'autorité institutionnelle et le véritable pouvoir que vous pouvez exercer sur les membres, d'accord? Donc ça, c'est une première chose. Et
Maintenant, on pourrait aussi convoquer d'autres types de concepts qui parlent toujours effectivement de cette question d'influence, notamment la question de domination et la question de manipulation qui est, j'ai envie de dire, un concept particulièrement psychologisant. Juste une petite parenthèse à ce propos, attention, à propos de la manipulation, enfin, à propos du concept de la manipulation, il y a beaucoup de manipulation, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de littérature de bas de gamme aussi, et qui ne veulent rien dire. Et voilà, c'est vrai que le concept de manipulation est exercé et est examiné principalement en psychologie. Et là-dedans, on pourrait trouver de la bonne littérature qui conceptualise cela tant bien que mal. Mais voilà, faites attention à cela. Ça, c'est une première chose. En tout cas, dans notre typologie présentée comme telle, on considère comme manipulation, comme effectivement un exercice qui n'a pas de légitimité, n'est-ce pas, et qui est informel, en ce sens que elle est exercée de façon inconsciente, d'accord, sur les individus, d'accord. Elle est exercée de façon inconsciente sur les individus, c'est-à-dire que voilà, les individus ne se rendent pas compte. Alors, en ce sens, c'est pour ça que je dis vraiment, il faudrait aller dans une littérature spécifique en la matière, parce que la façon dont nous définissons la manipulation, en quelque sorte, est une façon très large et qui ne coïncide pas du tout avec, disons, une conceptualisation beaucoup plus précise en psychologie, d'accord, disons en sociologie, voilà, si vous voulez, le concept de manipulation, hein, peut être confondu avec le concept de socialisation d'une certaine manière, c'est-à-dire une influence qu'on exerce sur les autres sans qu'il y ait une dimension consciente à l'exercice de cette influence. Vous voyez ? Bon, bref, on ne va pas confondre tous ces concepts parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Par contre, effectivement, on reconnaît effectivement que la manipulation est différente de la domination parce que la domination est institutionnalisée. La domination est institutionnalisée, contrairement à la manipulation qui n'est pas une dimension institutionnelle, qui est officielle, qui n'est pas officielle, qui est officieuse, qui est cachée, si vous voulez. La domination, contrairement à la manipulation, a une valeur reconnue par les institutions, d'accord, par les institutions. En tout cas, la manipulation et la domination sont des concepts qui soulignent l'illégitimité de l'influence, d'accord. Contrairement effectivement à l'autorité et le leadership, d'accord, qui sont des concepts qui reconnaissent une légitimité à celui qui exerce un pouvoir, les concepts de domination et de manipulation ne reconnaissent pas cette légitimité. Vous voyez ? Donc, d'une certaine manière, vous voyez, on pourrait effectivement faire de la sémantique d'une certaine manière et jouer sur les mots parfois et instrumentaliser les mots pour légitimer et délégitimer l'exercice de l'influence d'un certain nombre de membres sur les autres en disant ce que tu fais, c'est de la manipulation. D'accord ? Ce que tu fais avec ce groupe, effectivement, tu n'es pas leur leader, tu les manipules. D'accord ? Donc, vous voyez, d'une certaine manière, un leader, c'est un manipulateur. Cela dépend de votre point de vue, c'est-à-dire que cela dépend de votre volonté de vouloir reconnaître une légitimité à cette influence ou pas. D'accord ? À cette influence ou pas. Donc, voilà. Je précise encore que voilà, je discute effectivement de ces concepts dans un champ conceptuel davantage sociologique. Encore une fois, en psychologie, voilà, les choses sont discutées différemment, surtout en psychopathologie. La question de la manipulation est examinée différemment. Alors certes, c'est pas du tout à mon goût. N'empêche que voilà, je reconnais qu'il existe une littérature entre guillemets scientifique en la matière.
Alors, pour problématiser la question de l'autorité, la question de l'influence du leader sur ses membres, l'autorité de l'institution sur ses membres, je vais vous exposer deux expériences qui ont été sélectionnées. J'aurais pu effectivement faire appel à d'autres expériences plus connues en la matière, notamment la fameuse expérience de Kurt Lewin sur les abats de viande. Voilà. Et après, j'ai assez simplifié, disons, ces expériences pour aller à l'essentiel. D'accord ? Alors, la première expérience, effectivement, c'est l'expérience de Coach et French dans les années 50. Qu'est-ce qu'on a comme données de départ? On est dans une usine, effectivement, de fabrication de pyjamas, dans une usine où la majorité des travailleurs sont des travailleuses, sont des ouvrières. On a face à nous trois équipes, d'accord? Trois équipes avec, disons, une cohésion d'équipe relativement homogène, n'est-ce pas? Avec le même niveau de cohésion d'équipe, avec le même rendement, d'accord? On a trois équipes relativement semblables, d'accord? Qu'est-ce qu'on aimerait bien faire? On aimerait bien introduire un certain nombre de changements. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit effectivement d'un certain nombre de changements, notamment déplacement des ouvrières d'un poste de travail à l'autre, d'accord? De changer, on va dire, de leur faire changer d'équipe d'une certaine manière. Ensuite, de demander des seuils de production plus importants, enfin en tout cas changer le seuil de rendement, d'accord, à atteindre, et finalement tout en attribuant un prime de transfert, d'accord, c'est-à-dire, ben oui, on va vous faire changer d'équipe, on va vous faire changer de poste, mais vous allez recevoir aussi un prime de transfert. Et donc ces changements on les a introduits de différentes manières, d'accord, de différentes manières pour chaque équipe, et on a observé effectivement l'impact, n'est-ce pas, de ces changements au sein de ces trois équipes, tout simplement. Alors, comment est-ce que ces changements ont été communiqués? À chaque fois, à chaque groupe, d'accord? Donc, ces changements ont été communiqués différemment. Notamment, dans le premier groupe, ces changements ont été communiqués de façon unidirectionnelle par un dirigeant qui venait effectivement de façon unilatérale transmettre ces changements à mettre en place aux travailleurs. Alors que dans le deuxième groupe, effectivement, à travers les représentants du groupe, on a mis en place des mécanismes de participation partielle des travailleurs, n'est-ce pas? Notamment le fait que les représentants des travailleurs pouvaient participer à un certain nombre de réunions de prise de décision et donner leur avis, et ils étaient effectivement concertés. Alors que dans le troisième groupe, il s'agissait effectivement d'une situation dans laquelle on demandait l'avis de tous les travailleurs, d'accord, dès le début, d'accord. Donc ils étaient concertés effectivement dès le début et ils participaient au processus de décision dès le début, et il s'agissait d'une participation totale. D'accord, d'une participation totale. Donc, nous avons effectivement, grosso modo, encore une fois, parce que bon, j'ai simplifié, à la base c'était 4 groupes, etc. Il y a toute une série de données un peu plus complexes que j'ai simplifiées, mais on va dire potentiellement on avait 3 groupes. Dans un premier temps, d'accord, il n'y avait aucune participation de la part des travailleurs, alors que dans le troisième cas de figure, effectivement, il y avait une participation totale, et dans le cas intermédiaire, il y avait une participation partielle. Alors, qu'est-ce qu'on a observé dans ces 3 groupes? On a observé des résistances aux changements différentes. Notamment dans le cadre du premier groupe, on a observé une résistance au changement très forte. En ce sens que même si les travailleurs ont dû accepter dans un premier temps les ordres de la direction, dans un deuxième temps, on a observé une baisse de productivité, on a observé des conflits entre les travailleurs, avec le bureau de contremaître, mais aussi 17% de départ. 17% de départ. Alors que dans le cas du deuxième groupe, effectivement, on n'a pas observé effectivement des incidents et des conflits majeurs. En plus, le seuil de rendement a été relativement rapidement atteint. Et dans le cadre du troisième groupe, non seulement on a observé que le seuil de rendement a été atteint, en plus on a augmenté, effectivement, on a observé une hausse de la productivité, d'accord? Une hausse du rendement, d'accord? Sans incident, sans conflit majeur. Et donc, vous voyez que effectivement les résistances, n'est-ce pas, n'ont pas été les mêmes, les résistances au changement n'ont pas été les mêmes. En d'autres termes, l'influence du bureau de la direction n'a pas été la même, n'est-ce pas? L'influence de l'autorité
institutionnelle n'a pas été la même au sein de chaque équipe. Donc, en résumé, on pourrait dire que le facteur le plus déterminant dans votre capacité à influencer les membres d'un groupe est bien la dynamique de ce groupe. Et donc, dans cette dynamique de groupe, vous avez principalement deux éléments. Premièrement, cette cohésion d'équipe qui va faire en sorte que vous pouvez influencer les membres de l'équipe ou pas en fonction de cette cohésion d'équipe. Plus cette cohésion d'équipe est forte, effectivement, plus l'individu se soumettra davantage à l'avis du groupe. D'accord? Par contre, plus cette cohésion d'équipe est faible, dans ce cas-là, vous pouvez exercer votre autorité, vous pouvez exercer votre influence sur l'individu indépendamment du groupe. D'accord? Enfin, vous avez plus de chance, c'est ça que je suis en train de dire. Et le deuxième élément de cette dynamique de groupe, effectivement, c'est la participation. D'accord? C'est-à-dire que si vous faites participer les individus, soit à travers le groupe, soit directement, n'est-ce pas, vous avez plus de chances à faire adhérer les individus, n'est-ce pas, à votre cause, à influencer ces individus en quelque sorte, à exercer une autorité. Et un dernier point, c'est que cette participation, c'est pas une simple participation, c'est que si le groupe participe, c'est qu'il y trouve un intérêt, n'est-ce pas? Le groupe et ses membres, effectivement, les membres à travers le groupe trouvent un intérêt à participer effectivement au processus décisionnel, etc. C'est parce que les décisions qui vont être prises, ça entre dans le cadre de leur intérêt. C'est pas juste une simple participation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de demander aux membres de groupe de participer et finalement s'attendre à ce qu'ils se soumettent à votre cause. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'effectivement, le groupe qui participe, sa participation est effective et totale si les membres trouvent un intérêt dans cette participation. Alors, cette deuxième expérience, il s'agit de l'expérience de Milgram. Alors, l'expérience de Milgram qui a été largement médiatisée, popularisée, vous avez certainement entendu parler de ça. C'est aussi une expérience qui est controversée du point de vue scientifique, du point de vue méthodologique, puisqu'on considère qu'un certain nombre de résultats ont été truqués, enfin bref. Ici, en l'occurrence, je vais me servir de cette expérience particulièrement pour la mettre, disons, en comparaison avec l'expérience précédente. Ça va? Alors, de quoi il s'agit? On publie des annonces en disant aux gens, effectivement, en leur faisant croire qu'on aimerait bien mettre en place une expérience sur le rôle de la sanction sur l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on aimerait bien voir dans quelle mesure la sanction est efficace dans la capacité de l'apprentissage des apprenants. D'accord? Si on augmente la sanction, est-ce que la capacité de l'apprentissage augmente ou pas? Tout simplement. Alors, c'est ce qu'on dit aux gens, effectivement. D'accord? Sauf qu'en réalité, l'expérience de Milgram est menée pour effectivement mesurer, disons, leur niveau de conformisme. D'accord? Dans quelle mesure ils se soumettent à l'autorité du scientifique, en l'occurrence ici, d'accord? Du scientifique qui va donner un ordre. Alors, le scientifique, il va donner un ordre à qui? À un sujet, c'est-à-dire à un véritable sujet sur qui on est en train de mener l'expérience, sur sa faculté de conformisme, donc sa capacité de soumission. Donc, le sujet à qui on lui demande effectivement de donner un choc électrique à un autre sujet qui est en réalité un comédien, d'accord, qui ne reçoit pas de véritable choc électrique, mais qui joue uniquement, disons, un rôle en faisant croire au premier sujet, effectivement, qu'il est véritablement sous choc électrique, d'accord. Et après, on demande effectivement au premier sujet, c'est-à-dire le véritable sujet, on lui demande d'augmenter le choc électrique en fonction, effectivement, des injonctions de l'ordre du scientifique. Et le scientifique observe effectivement un certain nombre de paramètres sur les capacités d'apprentissage du deuxième sujet qui est le comédien, encore une fois.
et après donne l'ordre au premier sujet en disant augmente, diminue, effectivement, le choc, et après le premier sujet effectivement augmente le choc électrique, et il y a différents niveaux de choc électrique. Et ça va jusqu'à des chocs disons légers jusqu'à des chocs très très douloureux. Et on observe quoi? On observe effectivement que 62% des sujets disons obéissent totalement aux ordres du scientifique, se soumettent à l'autorité du scientifique, et cela jusqu'à infliger des chocs très très douloureux au deuxième sujet qui en réalité, encore une fois, ne joue qu'un rôle, d'accord? Mais bon, ça, il ne le sait pas, le premier sujet. Ça va? Donc ça, c'est, disons, le protocole de l'expérience. Alors, quels sont les résultats? Quelles sont les conséquences, on va dire? Quelles sont des leçons qu'on tire de cette expérience? Il y a 2 leçons, d'accord? La première leçon, c'est que l'institution, d'accord, a une capacité à déresponsabiliser, disons, le sujet en question. Alors ici, l'institution scientifique en l'occurrence, d'accord? Donc le sujet se sent irresponsable, se déresponsabilise, d'accord, quant à la portée de ses actes en se soumettant uniquement à l'autorité scientifique. D'accord? Alors même qu'il voit que la personne est en train de souffrir, effectivement, le sujet dit, bah oui, finalement, puisque c'est le scientifique qui me le dit, bah, je le fais, tant pis. D'accord? En quelque sorte, disons, ces principes moraux se neutralisent d'une certaine manière. D'accord? Ces principes moraux se neutralisent, ils se déresponsabilisent, en tout cas, ils se soumettent totalement aux injonctions du scientifique. D'accord? Alors, bien évidemment, contrairement à l'expérience précédente, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la chose suivante, que premièrement, l'autorité peut effectivement être très efficace dans l'influence qu'elle peut exercer sur les individus. Et ici, en tout cas, on est dans un cas de figure qui est particulièrement intéressant par rapport au cas précédent. Et c'est quoi? C'est qu'ici, on est face à des individus isolés. D'accord, on est face à des individus isolés, le phénomène de dynamique de groupe n'existe pas en gros, d'accord? C'est-à-dire cette capacité à influencer les individus est particulièrement importante, surtout quand il existe des individus isolés dans aucune relation effectivement d'attachement vis-à-vis d'un groupe donné, vis-à-vis d'un groupe d'appartenance. Alors, au regard des expériences qu'on vient d'exposer, on pourrait formuler une problématique du genre dans quelle mesure le cadre institutionnel ou l'autorité du manager parviennent à faire obéir les membres, d'accord, à les influencer en gros, d'accord. Quels sont les critères qui influencent, on va dire, cette capacité d'influence, d'accord. Alors, premièrement, effectivement, comme on l'a dit, oui, le niveau de la cohésion d'équipe est déterminante, d'accord. Dans le cas de figure où il n'y a pas de cohésion d'équipe, effectivement, où il n'y a pas d'équipe de cours, et la capacité de cette influence, elle est particulièrement plus importante. Alors, deuxièmement, il y a aussi la question du statut, n'est-ce pas? Qui est la personne, effectivement, qui doit obéir? Est-ce qu'il y a un très grand écart entre les différents statuts ou pas? D'accord? Donc ça, c'est important. Ou bien encore la question du capital culturel. Je veux dire, par exemple, dans un hôpital psychiatrique, un psychiatre, effectivement, avec un capital culturel, un niveau de diplôme, je veux dire, effectivement très élevé, exerce une autorité très importante sur les aides-soignants, effectivement, qui ne disposent pas de ce capital culturel, n'est-ce pas? De la même manière que, effectivement, bah oui, il exerce malgré tout une autorité sur d'autres membres, sur les médecins généralistes, mais pas de la même manière, pas de la même manière. Ou bien encore sur les infirmiers, sur les chefs d'infirmiers, mais pas de la même manière, d'accord? Et donc, ceci, effectivement, il faut prendre en considération la question du capital culturel. Alors, le capital culturel n'est pas que le niveau de diplôme, hein, mesdames, messieurs, on est bien d'accord, d'accord? Effectivement, tout cela dépend. Dans votre capital culturel, vous pouvez mettre aussi votre capital linguistique, n'est-ce pas? C'est-à-dire la façon, votre capital communicationnel, entre autres. Donc, c'est la façon dont vous communiquez les choses, n'est-ce pas?
le langage que vous maîtrisez, effectivement votre capital lexical, tous ces éléments, effectivement, ne sont pas distribués auprès des acteurs de la même manière. Donc, on n'est pas dupe. Et donc, un grand écart risque, effectivement, risque, certainement, influence, votre capacité d'influence. Alors, le quatrième élément, c'est effectivement le niveau d'écart entre les perceptions des acteurs. Entre les perceptions des acteurs, c'est-à-dire entre la perception du manager et la perception de celui qui doit obéir. D'accord? La perception de ces deux individus vis-à-vis, effectivement, des finalités qui sont de la participation des uns et des autres à l'organisation du travail, de la situation urgente ou pas. Voilà, par exemple, alors je donne des exemples, effectivement, si les sujets qui ont participé à l'expérience de Milgram, si eux-mêmes, ils croyaient, n'est-ce pas, préalablement que la sanction joue un rôle très important, effectivement, dans l'apprentissage, forcément leur degré d'obéissance augmentait, vous voyez, parce qu'ils partageaient déjà les mêmes valeurs, on va dire, avec le scientifique, d'accord? Ils partageaient déjà les mêmes finalités, n'est-ce pas? Ou bien encore, si vous travaillez dans une organisation, je veux dire, si vous travaillez dans une ONG environnementale, écologiste, et que si vous n'avez pas du tout de préoccupations écologistes, effectivement, enfin déjà il y a un grand écart entre, vos valeurs et les valeurs de l'entreprise. Vous voyez, et les valeurs de l'organisation du travail. Ainsi, vous risquez de ne pas obéir au cadre institutionnel de la même manière que si vous étiez effectivement parfaitement, vous adhériez parfaitement aux valeurs de l'institution. Ça me paraît effectivement évident. Ou encore par rapport au caractère urgent. Alors, le caractère urgent, effectivement, dans les situations urgentes, on estime effectivement que les acteurs parviennent à comment dire, enfin, les acteurs obéissent davantage, tout simplement. Les acteurs obéissent davantage à l'autorité. Alors, cette obéissance peut être temporaire, vous voyez, peut-être temporaire. N'empêche que dans les situations urgentes, si on met un accent sur le caractère urgent de la situation, on risque effectivement, on a plus de chances d'avoir face à nous, effectivement, des individus qui obéissent davantage aux ordres transmis. D'accord? Je dirais l'exemple typique, effectivement, la période de Covid-19 a été particulièrement, et particulièrement un bon exemple en la matière. Voilà. Alors, on en parlera sur le caractère urgent et sur l'efficacité du manager pendant les périodes urgentes. On en parlera plus tard. Alors, précédemment, on a formulé une problématique explicative, en ce sens qu'on a la réponse à notre problématique tenté de présenter un certain nombre de facteurs, un certain nombre de paramètres, un certain nombre de variables indépendantes qui expliquent, qui sont les causes, si vous voulez, de l'efficacité de telle ou telle autorité, de l'efficacité de l'influence des hommes, des institutions sur les subordonnés, sur les collaborateurs. C'est-à-dire que on était dans une approche qu'on appelle effectivement explicative. On tentait à mettre en lumière ce qui cause, ce qui provoque, ce qui conditionne, ce qui favorise cette influence. Voilà. Alors, ici, on va formuler un autre type de problématique. On va formuler une problématique de type descriptif et une problématique typique, on va dire, à une sociologie interprétative, une problématique typique, alors, aux justifications des acteurs, enfin, sensible aux justifications des acteurs. Ainsi, on formule la question suivante. Comment l'autorité des hommes ou
des institutions, effectivement, se justifie auprès des acteurs, ou quelles sont les sources justificatives, quelles sont les valeurs, j'ai envie de dire, qui justifient effectivement leur autorité, leur domination, d'accord? Dire que c'est un cadre théorique à partir duquel on observe le réel. Ce sont des lunettes, d'accord? Ce sont des lunettes qui nous permettent de voir le réel. Et en ce sens, donc, telle ou telle instance de domination, d'autorité, peut se retrouver à la fois dans deux types d'autorités différents, d'accord? Ou on va dire que par exemple, telle instance d'autorité est plutôt dans l'autorité charismatique et l'autre est plutôt dans l'autorité traditionnelle, par exemple. Vous voyez? Donc, ça sert à quoi, disons, une typologie idéale typique? Bref. Ici, en l'occurrence, on va commencer avec l'autorité charismatique. L'autorité charismatique, disons, se réfère à un critère qui est l'originalité. L'originalité qu'on peut traduire en termes de nouveauté, de quelque chose qui est en rupture, en dépassement, d'accord, avec un ordre ancien qui est effectivement, qui est particulier, qui est original, d'accord. Alors on peut retrouver cela par exemple auprès d'un star, d'accord, auprès d'un homme providentiel qui se dit en rupture avec l'ancien régime, auprès d'un disons d'un magicien, si vous voulez, auprès des capacités personnelles, d'un orateur, effectivement, qui étonne, n'est-ce pas, qui étonne tout le monde de par ses capacités, par exemple, communicationnelles. Bref, en tout cas, il y a quelque chose d'original, d'accord, dans l'autorité charismatique qui le distingue, d'accord, et ainsi lui donne cette autorité qui lui permet d'exercer une influence, tout simplement, d'accord? Qui lui permet d'exercer sa domination. Alors, vous avez effectivement, bon, pour bien comprendre la domination charismatique, il faut bien comprendre aussi la domination traditionnelle. Justement, dans le cadre de la domination traditionnelle, c'est le contraire. On se réfère à ce qui est ancien, à ce qui perdure dans le temps, à ce qui est de l'ordre de l'éternel, n'est-ce pas? Et à ce qui a toujours été ainsi. Alors on pourrait imaginer, par exemple, dans le cadre d'une entreprise, on pourrait imaginer effectivement un leader qui essaye de trouver sa légitimité dans l'approbation, disons, de l'ancien directeur, vous voyez, de l'ancien directeur. Ou encore, parfois, nous procédons dans les entreprises, dans les organisations du travail, de telle ou telle manière, parce que ça a toujours été ainsi. Non pas parce que cette façon d'agir a quelque chose d'original, de particulier, ou encore, on va dire, est une innovation, ou encore est une façon particulièrement efficace, n'est-ce pas? Donc, je reviendrai sur la question de l'autorité rationnelle, d'accord? C'est pas parce que c'est particulièrement efficace, c'est parce que ça a toujours été un psy, on ne se pose pas la question, et on n'arrête pas, effectivement, de vouloir tout changer pour d'autres raisons, d'accord? Pour d'autres légitimités, vous voyez? Pour d'autres légitimités. Donc ici, en l'occurrence, effectivement, ben oui, on procède toujours de la même manière. Alors je pouvais effectivement donner aussi l'image de Steve Jobs, n'est-ce pas? Qui exerçait une autorité charismatique, effectivement, sur ses collaborateurs, mais aussi sur ses consommateurs, n'est-ce pas? Sur ses consommateurs, puisque effectivement, il se présentait, alors, il l'était ou pas, c'est pas la question, hein, d'accord? Je suis pas en train de discuter de ça. Mais en tout cas, il se présentait effectivement comme comme un innovateur, effectivement, comme quelque chose qui sont en rupture, qui a une originalité, effectivement. Nous, c'est les pommes, vous êtes les poires, et ainsi de suite. Effectivement, il exerçait une autorité, disons, sur ses consommateurs, mais aussi ses collaborateurs dans son entreprise. Et donc, alors, pour la petite histoire, parce que l'autorité charismatique est,
est perçue comme une autorité particulièrement fragile, est une autorité qui s'effrite, disons. Donc, ça me fait penser effectivement à cette relation tendue de Steve Jobs avec son entreprise. Donc, il a été renvoyé, on va dire, il a été exclu à plusieurs reprises. Effectivement, il avait une relation assez conflictuelle, effectivement, avec ses collaborateurs. Voilà. Donc, vous voyez, en tout cas, bon, c'est encore une fois, il est effectivement faux de dire qu'il n'exerçait qu'une autorité charismatique. D'accord? Il est faux effectivement de fermer les yeux sur une autorité rationnelle aussi qui soutenait, disons, son autorité charismatique. Voilà. Alors, je reviens sur la question de l'autorité rationnelle. Qu'est-ce que effectivement l'autorité rationnelle? Si vous voulez, pour donner l'exemple, le meilleur exemple de l'autorité rationnelle, c'est justement une autorité qui s'impose dans les organisations bureaucratiques, c'est-à-dire que toute une série de procédures, toute une série de façons de faire, effectivement, s'impose aux travailleurs, aux usagers, de par leur efficacité, d'accord? De par leur efficacité, en tout cas, trouvent leur légitimité dans leur efficacité. C'est ça qu'il faut dire, n'est-ce pas? Et alors, bon, je donne l'exemple de l'autorité rationnelle dans les organisations bureaucratiques, mais vous pouvez effectivement, tout simplement, quand on pense qu'une telle façon ou telle autre est efficace et la façon la plus intelligente et la façon la plus rationnelle, c'est le mot de dire, effectivement, là on est dans l'autorité rationnelle, c'est effectivement, si vous voulez, c'est l'autorité qui s'impose particulièrement selon la thèse de Max Weber au moderne, enfin c'est la spécificité effectivement de la modernité et donc que dire encore à propos de l'autorité rationnelle? Ah ben voilà, j'ai donné l'exemple de bureaucratie. Attention, mesdames et messieurs, on n'est pas en train de dire qu'une organisation bureaucratique est, par principe d'office, est efficace. C'est pas ça qu'on est en train de dire. De même que j'étais en train de dire d'office, enfin, il faut pas comprendre mon exemple avec Steve Jobs comme un exemple qui considère d'office Steve Jobs comme un innovateur original, d'accord? Ça, c'est, si vous voulez, plutôt des jugements. Mais on est en train de dire la chose suivante, que ces instances de domination, ces instances d'autorité, qu'on parle de Steve Jobs ou de l'organisation bureaucratique, disons, se justifient, n'est-ce pas? Se justifient, trouvent leur légitimité, d'accord, au lieu des acteurs, effectivement, de telle ou telle façon. C'est-à-dire en prétendant effectivement soit d'être originel, soit de se référer à ce qui est éternel et ça a toujours été ainsi, soit effectivement parce qu'ils sont efficaces. Vous voyez? Donc c'est une question de justification, encore une fois. D'accord? C'est une question de justification. On est dans une, si vous voulez, sociologie interprétative, on est dans une sociologie compréhensive, c'est-à-dire on s'intéresse particulièrement à la façon dont les acteurs donnent du sens, on va dire, à leurs actions et ce qui compte c'est l'interprétation, justement c'est le sens qu'on donne et en particulier comment les choses se justifient, d'accord? Donc une autorité se justifie effectivement de différentes façons selon Max Weber. Sa légitimité retrouve des sources soit dans son originalité, soit dans son ancienneté, soit dans sa rationalité du point de vue de l'efficacité. Alors, dans un premier temps, je vous ai effectivement exposé deux expériences. Et à travers ces deux expériences, on a problématisé dans un esprit explicatif en se posant la question quelles sont les causes, quelles sont les conditions favorables, qu'est-ce qui favorise, quels sont les facteurs déterminants de l'exercice de pouvoir. Qu'est-ce qui fait que les uns parviennent à exercer effectivement un pouvoir sur les autres et qu'est-ce qui favorise, on va dire, cet exercice de pouvoir, d'accord? Bon, on a posé la question en termes de dans quelle mesure, rappelez-vous. Alors, dans un deuxième temps, on a problématisé dans un esprit
descriptive, à visée interprétative avec la typologie de Max Weber, avec cette question comment les acteurs justifient leur domination, comment les acteurs trouvent des sources justificatives, comment donnent des légitimités à leur domination, d'accord? Ou comment les dominés justifient leur situation de dominée, on va dire. Comment les subordonnés, d'accord? Comment les subordonnés justifient leur situation d'être subordonnés, c'est-à-dire leur devoir à obéir à un ordre, d'accord? Et là, encore une fois, dans un esprit descriptif, n'est-ce pas? Quand je dis dans un esprit descriptif, c'est-à-dire, on n'est pas en train de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. On ne pose pas de jugement de valeur, mesdames, messieurs. D'accord? Ça, c'est très important. Ça va? Voilà. Alors, ici, en l'occurrence, encore une fois, je vais vous demander de faire un effort de poser une question dans un esprit descriptif, mais cette fois-ci, on va se concentrer pas sur les principes, pas sur les valeurs, pas sur la façon dont les choses se justifient, mais sur la question de la méthode. D'accord, sur la question de la méthode. C'est-à-dire que on ne se pose pas la question en disant, ben oui, quelles sont les valeurs sous-jacentes, on va dire quelles sont les valeurs justificatives de telle ou telle autorité, telle ou telle instance d'autorité. Ici, on pose la question de la méthode en ce sens que quelles sont les manières, n'est-ce pas? Quelles sont les manières d'exercice de pouvoir? Quels sont les modes de commandement? Quelles sont les différentes méthodes, tout simplement. Et j'insiste sur le fait que on pose la question dans un esprit descriptif en ce sens que on va essayer, et ça va pas être facile, et je vais vous expliquer pourquoi ça va pas être facile. On va essayer tant bien que mal de présenter cette typologie de façon la plus neutre possible, en ce sens que on va pas dire tel style de leadership, telle méthode est plus efficace que l'autre, ou bien encore telle méthode est plus gentille, telle méthode est un peu méchante, ou telle méthode est plus encore une fois, est plus efficace que l'autre. Ça va? Donc, on va essayer de les décrire, d'accord? On va essayer de les décrire, puisque dans un troisième temps, et comme je l'avais dit au début, effectivement, en réalité, chaque méthode est, d'une certaine manière, efficace en fonction d'un tel type, en fonction des circonstances d'une situation, d'accord? En fonction des organisations de travail, en fonction de ce qu'on produit, en fonction des membres qui composent l'organisation, etc., etc. Du coup, dans un premier temps ici, on se pose tout simplement la question de la méthode. On va essayer de décrire ces différents types de méthodes d'exercice, d'une influence au sein d'une institution, d'une organisation, d'un groupe, formel ou informel. Alors, je vous ai dit que ça va pas être facile. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en réalité, toute la littérature, l'ensemble de cette littérature, elle est très orientée, d'accord? C'est la littérature managériale qui, effectivement, propose des différents types de typologies, est très orientée en ce sens que dans la façon dont elle qualifie les différents types de management, il existe un certain nombre de vocabulaires qui ont été choisis, qui ont sémantiquement des connotations positives ou négatives. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la chose suivante, tout simplement, que par exemple le leadership démocratique, d'accord, est d'une certaine manière directe ou indirecte, de façon consciente ou inconsciente, est quelque part valorisé, si ce n'est pas explicitement, de par le fait que la démocratie dans nos sociétés, effectivement, est une valeur importante et bénéficie d'une connotation positive, est une finalité en soi vers laquelle, effectivement, on essaye d'orienter nos actions. Vous voyez? Au contraire, le style, par exemple, autocratique, effectivement, qui fait penser disons, le style autoritaire, qui fait penser, disons, au régime autoritaire, plutôt à la méchanceté, j'ai envie de dire, donc bénéficie d'une connotation négative. Et quelque part, on lui inflige effectivement, disons,
une certaine inefficacité à long terme, par exemple. Bref, nous allons tenter, d'accord, de poser des jugements de fait, pas de jugements de valeur. Rester descriptif, pas prescriptif, en disant ça c'est bien, ça c'est pas mal. Maintenant, par la suite, on discutera par nous-mêmes de la question de l'efficacité de chaque style de leadership. Alors, je ne vais pas aller dans les détails de chaque typologie. C'est vrai qu'il existe pas mal de chevauchements au niveau des caractéristiques présentées dans chaque typologie pour chaque type de leadership. Du coup, voilà, je ne vais pas entrer dans le détail, sachant que c'est vrai, d'une certaine manière, chaque typologie a ses propres spécificités. Il y a pas mal de chevauchements, mais on pourrait dire d'une certaine manière qu'elles se différencient aussi. Ça va. Nous n'allons pas aller vraiment dans le détail, sauf pour un ou deux typologies qui nous servent, on va dire, de base pour mieux exposer les autres. D'accord. Et une dernière remarque, effectivement, comme je l'ai dit précédemment, les auteurs, disons explicitement ou implicitement, ont leur préférence personnelle pour tel ou tel type de leadership et du coup ça se voit et ils font savoir cela effectivement dans leur description de chaque type de leadership. C'est-à-dire contrairement à l'effort que je vous demande de faire, c'est-à-dire de rester descriptif, de ne pas poser jugement de valeur, de ne pas être prescriptif, pas mal d'auteurs n'y voient pas d'inconvénient et du coup expliquent un peu, si vous voulez, chaque type de leadership en fonction de son efficacité. Ce qui n'est pas, à mon sens, de la bonne rigueur méthodologique. Alors, la première typologie, la plus connue peut-être, c'est celle de Kurt Lewin, effectivement, qui est la plus connue, puisque bon, Kurt Lewin a été le précurseur en la matière. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il observe des groupes d'enfants, d'accord, dans son étude empirique auprès des groupes d'enfants, il observe effectivement un certain nombre de caractéristiques dans les manières, effectivement, de gérer des groupes d'enfants par les enfants, d'accord, donc des leaders d'enfants, effectivement, au sein des groupes d'enfants. Et donc, il nous dit la chose suivante, effectivement, qu'il existe trois types. Alors, à chaque fois, effectivement, il nous dit comment est-ce que le leader s'investit, comment il impose effectivement, disons, ses ordres. Et après, il nous parle aussi des caractéristiques des membres, d'accord? Des caractéristiques des membres, de l'ambiance de groupe. Mais aussi, finalement, il nous dit dans quelle mesure ce style de leadership peut être efficace ou inefficace, et efficace ou inefficace, effectivement. Alors, par exemple, par rapport au leadership autoritaire, il nous dit que effectivement, il donne des ordres, d'accord? Il use des ordres pour diriger ses membres. Alors, il pourrait avoir une attitude agressive, d'où, disons, une ambiance assez spécifique, une ambiance particulière de méfiance, voire de rébellion au sein au sein du groupe, effectivement, de ce type de leadership. Ah bon, alors, il reconnaît que effectivement, le rendement peut être important, le rendement peut être, l'efficacité est au rendez-vous. Alors, ensuite, il nous parle de leadership démocratique. Alors, il reconnaît une ambivalence vis-à-vis de ce style de leadership, étant donné que c'est un leadership qui consulte, c'est un leadership qui écoute effectivement ses subordonnés. Alors, il y a une ambiance chaleureuse, n'empêche que l'efficacité est une efficacité à moyen terme, c'est-à-dire dans un premier temps, il faudrait s'attendre à ce que il y ait une phase d'apprentissage des membres pour qu'un tel style de leadership puisse être efficace. Puisque oui, les membres devraient apprendre à être suffisamment autonomes pour pouvoir s'attendre à avoir un minimum d'efficacité dans ce style de leadership. Alors donc voilà, la particularité c'est qu'effectivement ici le leadership, il consulte, il écoute et il est effectivement en train de discuter avec ses membres avant de prendre des décisions. D'accord? Alors, bon, comment dire?
si je peux me permettre, je fais une analogie avec une démocratie effectivement représentative. C'est-à-dire que effectivement, les représentants sont là pour consulter, pour écouter, mais en dernière instance, c'est eux qui décident. Alors, ce qui crée parfois la confusion, ce qui crée parfois une ambivalence vis-à-vis de ce type de démocratie en disant, ben oui, ben pourquoi tu nous consultes si finalement c'est toi-même qui décides. Du coup, bon, c'est une analogie effectivement qui ne le fait pas. Hein. Attention, c'est moi qui est en train de le faire. Mais en tout cas, ce style de leadership démocratique, c'est un style qui donne le droit à la parole, qui consulte, qui écoute, mais en dernière instance, effectivement, c'est le leader qui décide, d'accord? Alors, il pourrait décider lui-même, mais dans ce cas-là, il pourrait aussi donner le pouvoir de décision aux membres. Mais dans ce cas-là, on tombe, on va dire, dans un leadership plutôt délégatif, dans un leadership qu'il appelle laisser-faire. Alors, le leadership laisser-faire, c'est un leadership, effectivement, qui laisse faire, tout simplement. C'est-à-dire que ce sont des membres davantage qui sont là pour décider. Alors, ce leadership, effectivement, c'est un leadership qui n'est pas vraiment investi, qui ne s'implique pas, qui fait le strict minimum. Et paradoxalement, ces membres sont toujours à la demande, disons, de son intervention. Et il estime qu'effectivement, c'est pas un leadership efficace. C'est pas un leadership efficace. Donc, alors, si vous voulez, le leadership participatif n'est pas du tout la même chose que le leadership laisser-faire. Je vais présenter le leadership participatif plus tard, mais disons partage un certain nombre de traits communs avec le leadership laisser-faire, en ce sens que le leader, effectivement, c'est pas lui qui décide, disons, il remplit une fonction, mais tout compte fait, c'est la base, c'est les membres du groupe qui décident. Et c'est eux, effectivement, qui dirigent, on va dire, le groupe. Le leader remplit uniquement une fonction de façade. Alors, voici la typologie de Blake and Mouton. Donc, c'est une typologie symétrique, en ce sens qu'elle est construite sur la base de deux critères, sur deux axes, effectivement. Et donc, on prend, si vous voulez, les deux pôles à l'extrémité de chaque critère et on fait un tableau croisé. Ainsi, on construit une typologie symétrique. Bref. Ben voilà, ici, en l'occurrence, ces deux critères sont quoi? Notamment, le premier critère, c'est l'attention du manager au niveau des tâches, d'accord? C'est-à-dire, quel est le niveau de la focalisation du manager sur les tâches, d'accord, sur les tâches à accomplir, ok? Donc, un manager qui est particulièrement focalisé sur les tâches à accomplir, un manager qui n'est pas du tout, qui ne se focalise pas sur ces tâches à accomplir. Alors, ça me rappelle quelqu'un, effectivement, ça me rappelle bien évidemment Taylor, n'est-ce pas? Donc, qui donnait beaucoup d'importance, disons, à ce critère, c'est-à-dire il avait une attention particulière sur les tâches à accomplir au point que il envoyait effectivement le contremaître, l'expert scientifique pour aller chronométrer effectivement les tâches à accomplir et voilà. Alors, le deuxième critère, c'est, disons, le critère c'est la se focalise sur les travailleurs, sur leurs relations humaines, d'accord? Sur l'importance justement des relations humaines. Et donc, le manager, effectivement, pourrait d'un côté être très attentionné à ses relations humaines et de l'autre côté ne pas être attentionné à ses relations humaines. Et du coup, si vous voulez, si on reprend ces deux extrémités de chaque critère, on fait un tableau croisé. Donc, on a effectivement 4 types de styles de management. Alors, j'ai parlé de Taylor, et pour le deuxième critère, je pourrais parler d'Elton Mayo, n'est-ce pas? Effectivement, nous avons pour chaque axe, effectivement, on va dire une école de pensée, n'est-ce pas? Donc, l'école taylorienne qui est focalisée sur les tâches, l'école, effectivement, d'Elton Mayo qui met un accent sur les relations humaines au sein des organisations du travail. Alors, en croisant tout simplement, nous avons 4 types de management. Alors, il y a un style de management qui est représenté au centre, d'accord, comme un, disons, un style équilibré, d'accord, qu'on espèce de style équilibré, que parfois on appelle dans d'autres typologies management de proximité. Bref, mais donc c'est un style équilibré.
Et donc voilà, mais sinon, principalement, dans cette, disons, typologie, vous savez, ça correspond plus ou moins, effectivement, aux représentations typologiques de Kurt Lewin, n'est-ce pas? Sauf que vous avez effectivement le type de Management Country Club qui est spécifique disons, un style managérial où le management, c'est un management conciliateur, c'est un management qui prend en considération les individualités, qui est particulièrement à l'écoute, et c'est un management qu'on pourrait qualifier aussi de social, d'accord, qui donne beaucoup d'importance à la convivialité, à l'ambiance, à l'ambiance de l'organisation du travail. Alors, comme vous voyez, dans cette représentation, il y a une tentation d'objectivation, effectivement parfaitement possible, grâce à une graduation, tout simplement, d'un critère, et de façon à ce que le chercheur puisse placer les différentes situations, d'accord, de style de management, d'accord, les différentes situations de management sur effectivement une échelle de 0 à 10, de 1 à 9, et ainsi, en quelque sorte, classifier, hiérarchiser, n'est-ce pas, les différentes observations qui s'offrent à lui, d'accord? Autoritaire, c'est un management qui centralise au maximum les prises de décision et il n'est pas du tout dans un esprit de confiance mutuelle, de partage, de laisser de l'autonomie à ses travailleurs et en tout cas, il n'a pas un esprit d'équipe, d'accord? Il n'a pas du tout un esprit d'équipe. Alors que de l'autre côté, dans l'autre extrême, effectivement, on est face à un manager qui est un management parfaitement participatif et qui délègue parfaitement et qui consulte parfaitement. Disons que plutôt c'est les travailleurs qui décident, n'est-ce pas? Et il est effectivement dans un esprit de partage, dans un esprit de confiance mutuelle et dans un esprit d'esprit d'équipe, n'est-ce pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, le management participatif, d'accord, comme ça a été effectivement conceptualisé de cette manière, se différencie du management laisser-faire en ce sens que le management délégatif, effectivement, il y a un degré de décentralisation en disant, ben oui, c'est le travailleur qui décide, mais il n'y a pas forcément d'esprit d'équipe dans la conception du management laisser-faire. Donc, si vous voulez, ce qui est la particularité du management participatif, c'est que c'est pas juste un laisser-faire, c'est pas un laisser-faire appauvri, d'accord? C'est pas un laisser-faire avec une connotation négative ici. Effectivement, on est dans un laisser-faire au sens où on donne l'autonomie aux travailleurs puisqu'on leur fait confiance, puisqu'on constitue une équipe et c'est les travailleurs qui décident, d'accord? Effectivement, donc la décision se construit de la base. Alors, si je peux me permettre encore, effectivement, si vous voulez, là, dans le management participatif, bah, en sciences politiques, effectivement, enfin, on pourrait donner l'image d'une démocratie participative au sens où ce sont les citoyens qui décident, comme dans le cas d'une véritable démocratie participative, effectivement, qui décident, qui participent au mécanisme de prise de décision. D'accord. Et pour cela, ben, cela nécessite qu'on leur fasse confiance, n'est-ce pas? C'est-à-dire, cela nécessite qu'on ne prenne pas les citoyens comme des incapables, comme des personnes qui doivent absolument avoir une expertise pour pouvoir se prononcer sur quelque chose. C'est-à-dire que, alors, je continue, c'est-à-dire que dans un esprit, disons, de démocratie représentative, dans un esprit polyarchique, si je peux me permettre, effectivement, il y a cette idée que, bon, il y a de la démocratie, mais au niveau des élites qui, en effet, ont des intérêts différents, n'est-ce pas? Du coup, il existe une espèce d'équilibre, d'accord? Une espèce d'équilibre au sein de ces différentes catégories d'élites. Donc, on est dans un système polyarchique et non pas oligarchique. Et du coup, on est dans une espèce de démocratie, en effet, mais si vous voulez, la démocratie n'est pas une véritable démocratie puisque, effectivement, les décisions ne sont pas prises par la base, c'est-à-dire par le peuple.
Et ainsi, voilà, on pourrait, bon, ça n'a pas forcément disons, on pourrait par analogie parler effectivement, enfin, en disant que voilà, la démocratie participative, c'est à l'image du management participatif et le management, disons, consultatif, c'est à l'image d'une démocratie plutôt représentative, d'accord, représentative. Puisque finalement, tout compte fait, celui qui décide, c'est le management. Bien évidemment, il consulte, il fait effectivement, il y a une espèce de consultation, n'empêche que la prise de décision est au pouvoir, est dans les mains du management, pardon. Alors, la typologie de Tannenbaum et Schmidt, c'est une typologie très simple puisqu'elle est basée sur un seul critère, à savoir le degré de la centralisation des prises de décision. Donc, d'un côté, vous avez un management qui est très directif, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, vous avez un management qui est très participatif, en quelque sorte, ça va? Et donc, d'un côté, la prise de décision est effectivement faite au sommet du pouvoir, au sommet de l'organisation, et je dirais que voilà, on prend la décision, on ne fait qu'annoncer aux travailleurs de façon directive, dans une communication unilatérale, alors que de l'autre côté, c'est exactement le contraire. De l'autre côté, c'est justement les décisions en réalité sont prises par la base, effectivement, et la direction ne sert qu'à poser un cadre, effectivement, c'est-à-dire des limites qu'il ne faut pas dépasser, tout simplement, à superviser, n'est-ce pas, disons, la prise de décision. Et donc, vous êtes effectivement l'attention, si vous voulez, du management est centrée sur deux dimensions contradictoires, d'accord? Deux dimensions contradictoires. D'un côté, on peut effectivement qualifier ça d'autoritarisme, de l'autre côté, effectivement, disons, collaboratif, participatif, bref. Et donc, ce qui est effectivement intéressant, encore une fois, ici, c'est cet esprit, encore une fois, positiviste qui tente de façon graduelle situer les différents niveaux, les différentes modalités d'exercice de l'autorité, n'est-ce pas? Donc, les différents niveaux d'exercice d'autorité dans une organisation de travail. Et finalement, vous avez la fameuse théorie de X et Y qui synthétise un peu, si vous voulez, toutes ces typologies, en disant que, oui, il existe grosso modo deux modèles, n'est-ce pas, deux modèles qu'on qualifie de X et Y. Alors, il y a le modèle X, effectivement, qui est le modèle dominant taylorien, effectivement, et le modèle Y qui est un modèle alternatif. Et effectivement, il nous dit que chaque modèle est basé sur un postulat, effectivement, sur une vision du travailleur, sur une perception des propriétés ontologiques du travailleur, en ce sens que, voilà, un travailleur dans la vision, par exemple, X, c'est un travailleur, c'est un fainéant, c'est quelqu'un qui cherche à fuir le travail, c'est quelqu'un qui effectivement, à qui on ne peut pas faire confiance. On a une vision plutôt négative du travailleur et effectivement, cette vision du travailleur qui doit être contraint, qui doit être contrôlé, qui doit être menacé, effectivement, à qui on ne parvient pas à faire confiance, effectivement, qui évite les responsabilités, qui est un être égoïste et qui est égocentrique, etc., etc. Donc cette vision-là débouche sur effectivement des propositions managériales de type taylorien, effectivement, de type directive, puisque ben oui, si vous avez une telle vision, c'est normal que effectivement vous devez contrôler vos travailleurs, vous devez mettre en place les principes d'organisation taylorienne, en gros, n'est-ce pas? C'est-à-dire contrôler, proportionner le salaire, effectivement demander aux travailleurs uniquement d'exécuter, de ne pas penser, enfin j'exagère bien évidemment, mais donc selon les propos, enfin bref, donc vous avez effectivement le modèle X qui est à l'antipode justement du modèle Y, d'accord? C'est-à-dire un modèle où on fait confiance au travailleur, on pense que oui, le travailleur est un être créatif qui pourrait proposer des alternatives, prendre des initiatives, et il faudrait lui faire confiance. Il n'est pas juste là pour fuir le travail, bien au contraire, le jeu, ça fait partie de ses besoins, si vous voulez, naturels, de son ADN, donc il travaille aussi pour s'épanouir, il n'est pas là que juste pour satisfaire ses besoins primaires, il est là aussi pour s'épanouir, et ainsi, effectivement, vous voyez, dans cette vision, donc, vous faites davantage
confiance aux travailleurs, vous partagez les responsabilités et vous le prenez davantage au sérieux et ainsi, ça débouche sur des propositions managériales qu'on qualifie de type Y, n'est-ce pas? Et donc là, on est effectivement dans une vision de management participatif. Alors, on a présenté plusieurs styles managériaux. Et, alors, dans la littérature, il y en a encore d'autres styles managériaux. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Ici, on a été suffisamment bref, je dirais. Selon d'autres critères, il y a différentes typologies. Maintenant, on a tenté de rester descriptif, plus ou moins. La question qui se pose, c'est de dire, ben voilà, quels sont les styles les plus efficaces? Comme je l'ai indiqué précédemment, dans la littérature, il est communément, enfin, la littérature, elle est particulièrement orientée vers un style participatif, démocratique, puisque, bon, c'est dans l'air du temps, et donc, voilà, la littérature, elle est plutôt orientée vers ces deux styles. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, cela dit, même dans la littérature, on reconnaît effectivement une certaine nécessité d'adaptabilité, c'est-à-dire que le management doit être capable d'adapter son style en fonction de la situation, n'est-ce pas? C'est un management de proximité qui est capable de prendre en considération les spécificités de chaque situation, ainsi d'adapter son style en fonction des situations. Et pouvoir agir de la sorte, effectivement. Alors, maintenant, quels sont justement les critères des situations qui peuvent influencer, si vous voulez, l'efficacité des styles managériaux? Premièrement, bon, ce que vous fabriquez, c'est-à-dire si vous êtes dans une équipe militaire, effectivement, ce que vous fabriquez, si vous faites de la guerre, effectivement, ben oui, ça demande, on va dire, un style managérial spécifique, n'est-ce pas? Que si, par exemple, vous produisez un service social, effectivement, avec d'autres finalités, si vous travaillez dans une bibliothèque, ou que sais-je encore, si vous êtes travailleur social, et donc, si vous êtes dans une coopérative, ça dépend dans votre organisation, de la structure institutionnelle de votre organisation du travail. Donc, vous voyez, effectivement, ça dépend de ce que vous produisez, d'accord? Donc, ça dépend de ce que vous produisez. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ça dépend de vos collaborateurs, c'est-à-dire que ça dépend de leur capacité, effectivement, de leur autonomie, de leur expérience, de leur connaissance, de toute une série de variables qui dépendent justement de vos collaborateurs. Et finalement, ça dépend aussi des circonstances, c'est-à-dire que il est communément admis que dans des situations de crise, il est plus adapté d'adopter un style directif, effectivement, parce que l'heure n'est pas à la discussion, l'heure, effectivement, est à prendre des décisions rapides et efficaces.